Salut tout le monde, ici Envergure et on continue notre série de podcasts sur les candidats au First Pick, tout simplement, ni plus ni moins. Après Chet Holmgren, c'est au tour d'un autre grand dans un style complètement différent, le joueur d'Auburn, Jabari Smith. Il shoot très très bien, il est grand, il bouge bien aussi. On va voir quelles sont ses qualités, on va voir là où il pourrait atterrir, les contextes favorables ou non pour lui. C'est le menu de ce nouveau podcast, nouvel épisode, Envergure générique. Avec un Nantais, Alan Guillou, un supporter de Nantes. Alan, Originaire de Nantes, comment vas-tu ? Bah, ça va très bien. Déjà, je fais parler de basket avec mes amis et en plus, tout va bien. Je suis heureux. Et en plus, Nantes est en train de gagner. Je ne sais pas si le match est terminé. Nantes a gagné contre contre Rennes, le Rennes de Manu. Oui, Ça oui. va, Manu ? Mais ça va. On parle de Jabari, donc ça va. Il a quand même le sourire. Et enfin, Mais oui. from Canada, the Benoît Lelièvre. Comment vas-tu ? Salut les gars, ça va bien? On va très bien. On va parler de Jabari Smith. Et c'est toi, Ben, qui va nous conter son histoire, puisque vous êtes désormais habitués, si vous suivez nos podcasts, allez sur notre site, ils y sont tous, ou sur YouTube, ou sur votre plateforme d'écoute. On commence avec l'histoire de la personne dont on va parler plus tard, puisque derrière le prospect, il y a un homme. Et donc Jabari Smith, d'où vient-il ? Ben, c'est à toi. Jabari Smith, il a 18 ans, il va avoir 19 ans vendredi prochain, le 13 mai. Donc, c'est un très, très jeune joueur dans cette QV. Il vient de Sandy Creek en Georgie. Pardon, de Tyrone en Georgie. Il est allé à l'école Sandy Creek. Et ce qui est important de savoir avec Jabari Smith, c'est que c'est le fils de l'ancien joueur NBA Jabari Smith, qui était un joueur au profil relativement similaire. Il s'entraîne donc avec son paternel depuis un très jeune âge, mais un truc intéressant à propos de lui, c'est qu'il a commencé à jouer au basket compétitif à l'âge de 14 ans seulement, en sophomore au lycée. Donc, ça fait pas si longtemps que ça qu'il joue compétitivement, donc il y a quand même encore une grande capacité d'amélioration. Sa courbe de progression est encore au début. Je dirais. Et un autre aspect vraiment très, très intéressant à propos de ce jeune homme-là, qui est ressorti dans plusieurs entrevues, puis avec plusieurs personnes avec qui j'ai parlé aussi, qui je crois est très favorable en son cas, c'est que c'est un freak de l'entraînement. C'est un jeune homme qui aime s'entraîner. Il n'aime pas juste jouer des matchs de basket, il n'aime pas juste bien paraître, il aime beaucoup s'entraîner, il aime aller au gym. Il paraît qu'à Auburn, il était là à 6 heures du matin à tous les jours, simplement parce qu'il aime s'améliorer, il aime prendre des lancers. Donc ça, pour un jeune homme de cette envergure-là, de cette grosseur-là, de cette taille-là, c'est très, très important. Ça augure très bien. C'est un joueur qui, avec un excellent tir, malgré sa grande taille, c'est quelque chose que son père avait aussi, c'est quelque chose que son père tenait à ce qu'il aille. C'est vraiment quelque chose sur quoi il a fait travailler pendant toutes ces années-là. Donc, il y a derrière cette technique qui est très fluide, qui est très simple, il y a énormément de travail, là. Donc, très jeune, mais c'est un bosseur avec un bon pedigree de basket. Très bien, voilà le portrait dressé. Tu parles du fils de Jabari Smith. Effectivement, il s'appelle Jabari Smith II. Et non pas junior, donc son père devait même être junior si on suit la logique. Manu, parle-nous du physique de Jabari Smith, puisque Ben a dit qu'il tire bien pour sa taille. Alors quelle est sa taille, à quoi il ressemble pour ceux qui n'ont jamais vu jouer le bonhomme ou même pas en photo? Donc Jabari Smith, c'est un grand gaillard de 2,08 m pour 100 kg. En tout cas, c'est les dernières mesures qu'on a, avec une envergure estimée à 7,1, donc 2,15 m, donc ce qui est assez immense. C'est un joueur qui a eu une poussée de croissance sur ses années lycée.
Donc là, notamment sur le. Donc là, annoncé à 2,08. Sur les FIBA, il était annoncé à 2,03 il y a 2 ans. Donc 5 cm de plus. C'est énorme pour un joueur comme ça qui apprend encore à jouer au basket finalement. Le petit hic sur ce physique, c'est les hanches hautes, donc centre de gravité haut, donc un peu plus de difficulté pour défendre sur les joueurs plus petits que lui et plus rapides que lui notamment. Mais même s'il a ça, il a une très bonne fluidité. C'est un gars qui monte assez vite au cercle sans fioriture. On sent pas qu'il est gêné par son corps. On sent pas du tout ça. Donc ça super intéressant. C'est un peu plus compliqué balle en main quand il doit dribbler, où là on sent au contraire que ses grandes mains peuvent un peu le gêner, notamment sur les crossovers, dribbles entre les jambes, où il est beaucoup plus lent d'un coup parce qu'il n'arrive pas encore à maîtriser ça. Et c'est ce qui lui manque encore. Il va falloir qu'il apprenne ça avec le staff NBA et il va pouvoir exploser au cercle beaucoup plus facilement. Alan, pourquoi on en parle comme d'un numéro 1 potentiel? Ça fait pas si longtemps que ça par rapport aux autres du haut de la QV, par rapport au Banchero, par rapport au Chet, même par rapport à Sharp. Il n'était pas vu aussi haut avant le début de l'année. Ouais, complètement. C'était une course à 3. Banchero, Holmgren, Kuminga. Kuminga se reclassifie dans la classe de l'année dernière. Ça laisse un petit peu une place. Jabari Smith était vu comme un top 10. Et en fait, je pense qu'il a été dans un des meilleurs, pas le meilleur contexte parce qu'il y avait des petits soucis, mais c'est vrai que Auburn, pour son jeu offensif et pour la mise en avant de sa qualité de tir, ses qualités d'attaque, ça a été vraiment tout de suite quelque chose qui a très bien matché. Le match s'est tout de suite bien fait. On a vu un joueur capable pouvoir remonter la balle, avoir de la liberté pour prendre des décisions balle en main. Donc il y a ce fantasme du dribble chez lui. On a surtout vu un joueur capable de tirer dans énormément de positions. Et donc ce qui attire pour la NBA, c'est le bras, c'est la capacité à mettre des tirs. Parce qu'en fait, il pourra toujours tirer au-dessus de ses adversaires. Il fait quasiment 2,10 m. Donc cette capacité-là, elle est tellement rare chez un joueur de sa taille et de son âge qu'elle attire, avec en plus derrière le fantasme du dribble potentiellement, le fantasme de la polyvalence défensive, parce qu'on l'a vu très actif, très capable de vraiment extrêmement bien bouger par moments défensivement. Donc il y a à la fois, je pense, on achète vraiment le tir comme quelque chose de sûr, et il y a des fantasmes à côté qui pourraient en faire ce potentiel numéro 1. Voilà le débat du jour. Est-ce qu'il est le favori pour vous pour être numéro 1? Je vais vous lancer Manu et Alan et Ben fera l'arbitre. Je sais que dans vos classements, vous ne l'avez pas dans le même tiers. Alan, toi, il est dans ton deuxième tiers, si je ne dis pas de bêtises. Et Manu, toi, tu l'as numéro 1. Alors Manu, je te laisse commencer. Pourquoi, pour toi, il est au-dessus du lot, au-dessus des autres? Pour moi, il est au-dessus des autres. Je le mets numéro 1 pour le potentiel, uniquement. Parce que je pense, j'espère qu'il va s'améliorer partout. Sauf que dans ce partout, il est déjà très bon. Donc, le seul truc où il va falloir qu'il s'améliore un peu plus, c'est au niveau du protection de cercle. Cette année, il était accompagné de Kessler, donc c'était pas son rôle d'aller protéger le cercle, entre guillemets. Sauf qu'en NBA, ça dépend quel poste il pourra avoir, 4 ou 5, selon quelle équipe, selon avec qui il sera entouré. Il pourra jouer les deux, je pense, à terme. Et j'achète un shoot, 40% à 3 points cette année sur plus de 5 tentatives. Pour un mec de 2010, quasiment 2010, c'est incroyable. J'achète une diversité du tir, du pull-up, du 3 points, du mi-distance, du catch and shoot, pareil, mi-distance et 3 points. Il sait quasiment déjà tout faire en fait. Et il peut encore s'améliorer. C'est ça le plus incroyable. Donc j'achète tout ça. Et j'espère qu'il va pouvoir à terme protéger le cercle, être encore plus fort dans l'attaque du cercle sur premier pas. Et j'espère qu'il aura aussi un meilleur dribble qui potentiellement va l'aider à gagner des minutes encore beaucoup plus et être beaucoup plus rapide que des joueurs plus grands que lui, voire de sa taille, mais aussi à pouvoir éliminer des mecs un peu plus petits comme les ailiers ou les arrières sur des mismatchs, sur des switches défensifs. Donc j'achète surtout le potentiel en fait. Je vois un mec qui va savoir tout faire en fait.
et qui va faire beaucoup peur. Une sorte de Karl Anthony Towns. J'ai peur de dire des bêtises. Mais... Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Non, c'est le meilleur scénario. Enfin, peut-être pas le meilleur scénario, mais c'est un Je scénario pense optimiste. qu'il peut être encore meilleur sur le tir, en fait, sur la diversité du tir. Je pense qu'il a un plus de potentiel que Towns. Mais Meilleur que le meilleur pigman shooter de tous les temps. Pour moi, il est. Enfin, bref. Après, ça dépend comment on souligne le Big Ben, mais pour moi, c'est pas un simple. En tout cas, on a la zone d'excellence. Tu nous as bien imagé la zone d'excellence vers laquelle tu l'imaginais pouvoir évoluer dans les années futures. Alan, pourquoi pour toi il est un petit tiers en dessous de Chet et Banchero qui sont ton tiers 1? Parce que moi, je le vois plus comme le finisseur d'action ultime. Je crois moins en qualité d'initiation de Jabari Smith. Il y a plusieurs choses qui me dérangent un peu dans son jeu. Déjà, son manque d'agressivité vers le cercle. C'est-à-dire que c'est un joueur qui fait quasiment 2m10, mais qui shootait qu'à 43% à 2 points l'an passé en NCAA. Pourquoi? Parce que il prenait beaucoup de tirs contestés. Mais comme c'est un shot maker, enfin, faut le dire, quasiment historique pour sa taille et son âge, il a toujours pu shooter au-dessus des adversaires. Mais je crois moins que Manu dans ça. On en a parlé souvent quand il m'a dit il y a très longtemps qu'il allait avoir Jabari en 1. On a eu ces débats-là. Moi, je crois moins au dribble pour accéder au cercle et je le vois plus comme le stretch 4, limite stretch 5, qui va écarter le terrain. Et donc avec le potentiel balle en main un peu moins important qu'un Paolo Banchero, et je crois moins à son influence défensive que Chet Holmgren. Après, il est plus jeune que les deux, il a 1 an de moins que Chet Holmgren. C'est notable, surtout à cet âge-là. Mais voilà, je le vois plus comme ce finisseur d'action ultime, ce shooter, ce stretch fort moderne. Moi, je le vois comme la version sous stéroïde de Rashard Lewis en fait en 2022 plutôt qu'un Karl Anthony Towns ou un joueur comme ça. Ok. J'aime bien. Stéroïde Rashard Lewis. T'as dit quoi, Ben? J'aime bien la comparaison. J'aime bien la comparaison à Michael Porter Jr. Ah oui? Il manque peut-être un petit peu de dribble, mais je crois qu'il peut vraiment s'améliorer sur ce côté-là. Quelque chose qui m'énerve aussi dans son jeu, qui je pense qui explique un peu sa pauvre moyenne à 2 points, c'est qu'il a besoin d'avoir les 2 pieds absolument plantés dans le sol pour shooter. Il a une excellente mécanique de tir, mais il doit être face au panier, il doit avoir les 2 pieds plantés dans le sol. Mais jusqu'à un certain point, son inefficacité était aussi liée absolument avec les 3 tarés avec lesquels il jouait à Auburn. Oui. Il y avait 3 gars, Green, Johnson, puis Jasper, je crois qu'il s'appelait, qui s'échangeaient une neurone. Ces gars-là shootaient absolument tout et lui refilaient le ballon avec 2 secondes dans la shot clock pour essayer de faire arriver quelque chose. Son inefficacité partait en partie de ça. Disons que là, je spitball, je le mets 3e à Détroit. Tu lui donnes Cade Cunningham pour initier. Là, son efficacité, elle va monter vraiment en flèche. Je suis un peu contre Manu et Alan là-dessus. Je crois que c'est peut-être pas un initiateur d'élite, mais je ne cracherai pas, je ne tournerai pas le dos à une potentielle évolution en initiateur en NBA. C'est une question de progression, c'est une question c'est une question justement de courbe de progression. Puis je pense qu'il y a l'âge et il y a l'éthique de travail nécessaire pour être capable de le faire. Est-ce que tu vois des blocages physiologiques ou intellectuels, enfin dans l'intelligence de jeu, je parle, qui pourraient le bloquer pour accéder à ce statut d'initiateur primaire qui mériterait ce statut de numéro 1? Intellectuel, non. Je crois qu'il est quand même assez bien éduqué sur le côté basket. Physiquement parlant, comme le disait Manu, les longues jambes, les longs bras, ça va être très difficile de créer face à une défense NBA qu'il prend à 2, par exemple. Fait que je crois justement qu'il va être capable de faire arriver des choses. Je crois qu'il va être capable de matérialiser des points là où est-ce qu'il n'y en a pas. Mais je ne crois pas qu'il peut pouvoir le faire de manière constante.
J'aime bien le scénario d'Alan, mais je pense qu'il y a le potentiel pour passer une étape au-dessus. Sur le handle, Manu, est-ce que tu vois là aussi une évolution très haute et comment elle se matérialise? Est-ce que pour toi, c'est quelqu'un à qui on va donner la balle plutôt en elbow, comme on faisait cette année à Auburn, ou carrément à l'extérieur, et là, c'est un vrai porteur de balle, tous les porteurs de balle qu'on voit en playoff aujourd'hui, quoi. Bah, moi, je le vois pas pendant l'initiation. Moi, j'entends quelqu'un qui est capable de créer pour les autres. Et ça, pour moi, c'est pas ça va pas être son rôle, en fait. Je lui demande pas d'être meneur. C'est pas ce que je lui demande. Donc là, en termes d'initiation, j'attends surtout sur lui-même, sur son tir. Est-ce qu'il va être capable de créer un peu d'espace? Est-ce qu'il va être capable d'aller prendre de la vitesse vers le haut? Comme là, il le fait bien, mais j'estime qu'il peut être encore meilleur là-dessus, en fait. Et il y a eu plein de petits trucs comme ça, sûrement sur le tir à mi-distance, où il force beaucoup des fois, alors qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Il y avait des passes possibles, soit à l'aile, soit peut-être de raquette, mais il préférait shooter avec 2 défenseurs sur lui. Donc là, c'est de l'intelligence, c'est de la vision, c'est plein de choses, mais qui vont arriver, je pense, assez rapidement via le travail avec un staff, via le spacing, via le terrain NBA qui est plus grand. En fait, ça va être step by step. C'est un garçon qui fait du basket quand même depuis peu encore. Il apprend à jouer, comme tous les gamins de son âge. Donc moi, je pense que ça va être step by step et il va réussir. Mais dans l'initiation, encore une fois, moi, je lui donne pas la balle, en fait. C'est pas ça que je lui demande. Ouais. Moi, je lui demande d'aller scorer près du cercle et loin du cercle. C'est un finisseur, comme disait Alan. Moi, j'attends ça. J'attends pas qu'il fasse du Jokic, quoi. Toi, tu es d'accord, mais c'est juste que ce genre de rôle-là, tu es prêt à le drafter premier parce que tu estimes que les autres vont pas forcément faire mieux. Ouais, et puis encore, ça et le potentiel. En fait, il peut être super bon partout. Alors qu'au contraire d'un Chet, qui va être bon partout. Mais je trouve un potentiel plus haut que celui de Chet, en fait. Le Chet actuel est meilleur. Le joueur actuel est meilleur que Jabari. Mais à terme, pour moi, Jabari a plus de potentiel sur plus de choses qu'il sait déjà très bien faire. Alors que Chet, c'est un peu plus shooter, un peu pour plus elite shot blocker. On sait déjà ce qu'il va faire, Chet. Alors, et c'est plus... Pour renchérir sur le point de Manu, un autre truc qui rend l'évaluation un peu plus difficile, c'est que c'est probablement des 3 joueurs qui sont dans le top 3, Banchero, Chet et Smith, c'est lui avec le plancher le plus haut. C'est lui qui a le moins de chances de flopper, je crois, au niveau professionnel, parce qu'il va se rendre utile dans absolument n'importe quelle équipe. Il a un skill set très, très, très en demande et un type corporel très, très, très en demande. Il va pouvoir devenir potentiellement cette licorne qui shoot des 3 et qui défend l'anneau. Donc, je crois que c'est ça un peu qui fausse le jugement. Moi, je l'ai 2e, personnellement, derrière Chet, mais c'est vraiment c'est ça. Je crois que c'est lui qui a le moins de chance de buster des 3. Là. Ok, ça c'est intéressant aussi. Juste pour donner des petits chiffres contextuels, on disait tout à l'heure qu'il allait peu au cercle, seulement 63 tentatives à moins de 60 cm du cercle les mesures. 63 tentatives, donc moins de 2 par match, ou 2 par match à peu près. C'est faible pour un joueur évidemment de cette taille-là. Contre 162 tentatives, ce qu'on appelle les longs 2 points, mais sur lesquels il a une bonne réussite. Sur lesquels il y a une réussite moyenne à 36%, ce qui est bien, mais ce qui est pas fou, mais par rapport à la difficulté, c'est correct. Et 42% à 3 points sur plus de 10 tentatives par 100 possessions. C'est également très très élevé, c'est quasiment du jamais vu pour un joueur de cette taille-là depuis Kevin Durant. J'ai plus les chiffres en tête de Kevin Durant, mais en gros, c'est assez historique, comme tu disais, Alan. Parlons de sa défense. On avait
l'idée d'un protecteur de cercle peut-être, mais le contexte Auburn, c'était, on l'a dit, Walker Kessler. Pour expliquer, Walker Kessler, c'était le meilleur protecteur de cercle de la NCAA cette saison en termes de pourcentage de tirs contrés et même de réussite des adversaires autour du cercle quand il était là. Alan, qui il défend demain, Jabari, et qui il défend à terme en NBA, dans quel rôle? Je pense que demain, et c'est là aussi tout. C'est un peu. En fait, lui et Chet, tout le monde va un peu nous demander qui défendre, mais parce que ils tirent aussi tellement bien, ils sont capables d'être mis sur un terrain avec quelqu'un qui peut défendre l'anneau dès demain en NBA. Donc, on lui demandera pas potentiellement de défendre l'anneau. On lui demandera, je pense, de faire du second rideau, un peu en tour de contrôle. Il a Ben le disait, il a un très bon QI basket. Enfin, ça se voit, il anticipe bien et il est surtout très actif. Il a les mains extrêmement actives. Il est très bon sur les Ouais. renversements. Il lit bien les jeux adverses. Donc, je pense qu'on peut lui demander de défendre les postes 3-4. Ça va être compliqué sur situation de switch parce que même s'il a une bonne mobilité, c'est dur en NBA de défendre les meilleurs ailiers du monde physiquement et tout ça. Mais je pense qu'on va avoir un joueur qui, euh, sur les 3-4 premières années NBA, est un deuxième protecteur de cercle, protecteur de cercle secondaire. Tout le fantasme réside sur sa qualité à devenir ce protecteur de cercle primaire, ce qui est devenu Jaren Jackson cette année du côté de Memphis, alors que c'était vraiment pas gagné parce que les fans, c'était un peu le fantasme, mais pour pas parler avec des fans de Memphis sur les premières années, il était incapable de jouer sans Valanciunas, par exemple, à l'époque, c'était pas possible. Cette année, il est devenu, et c'est pour ça que Memphis a pris cet envol-là. Si on pense, C'est une bonne si on comparaison. pense que Jabari Smith peut devenir protecteur de cercle primaire, comme Manu, je pense qu'on peut le drafter numéro 1. Moi, j'ai un peu plus de réserve parce que je crois moins en sa verticalité. Mais si dans 5 ans, il peut être protecteur de cercle primaire, alors là, il est létal. Donc, c'est tout le débat Hmm. autour de lui. C'est effectivement là où tourne le débat. Et quand même, on va parler de son tir, puisque depuis tout à l'heure, on dit il peut shooter n'importe comment, etc. Ben, est-ce que tu peux un peu détailler ça? Quelle variété il a dans son tir? Tu t'as déjà relevé une limite en disant il faut qu'il ait les deux pieds plantés. Dans quels différents contextes on l'a vu cette année? Et est-ce qu'il a des shoots, des moves qu'il pourra avoir premier jour en NBA? Ça va être son gagne-pain, quoi. Quand rien ne marchera, il aura Euh, ça. son pain et son beurre, c'est le pull-up. J'ai rarement vu un jeune joueur, avoir des pull-ups en transition comme ça, surtout à sa taille. Ouais. Il est capable de mettre des 3 points en transition, c'est magnifique. Il est capable de créer à partir de son dribble, mais de manière très, 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 très basique. Là. Comme on dit au Québec, c'est steak, blé d'Inde, patate. Là. C'est très. C'est de base. Je veux dire, il y a quelques moves de dribble qui fait pencher vers l'avant pour se créer un peu d'espace. Il est capable de mettre en sortie de dribble. Il a quelques fade-away à 2 points des elbows, mais moi, je suis vraiment pas convaincu. Là. Ses appuis sont pas là du tout lorsqu'il les fait. Des fois, ça rentre parce que justement, la mécanique côté Ouais. bras, côté main est vraiment belle, mais tu vas le mettre contre un Grant Williams en NBA ou contre un Al Horford, là, il va se ramasser sur le cul. Là. Hmm. Donc ça, il va avoir besoin de gagner de la Même Giannis masse se en retrouve fin sur de. le cul. Donc, Ouais, pour l'instant, Giannis est sur le cul. Giannis, il s'est pas shooté comme c'est vrai. Jabari Smith. Là. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment ces shots-là qui sont, selon moi, dans son arsenal. Présentement, je ne l'ai pas beaucoup vu shooter euh, en catch and shoot, shooter en mouvement, shooter en sortie d'écran. J'ai pas beaucoup vu ça cette année Ouais. parce qu'il était un peu la soupape d'urgence à Auburn. Peut-être qu'il les a dans son arsenal. Et s'il les a, tant mieux. S'il les a, tant mieux. Ça fait juste de lui un prospect avec plus de valeur, puis avec un meneur digne de ce nom en NBA. Un Tyrese Haliburton, un Jalen Green, un Cade Cunningham. Ça va juste Hmm. donner plus de valeur à l'équipe qui le draft. Là.
Manu, quel contexte idéal tu vois justement pour lui au début? Avec quel autre intérieur il peut être, avec quel type de joueur il peut faire la paire? Avec quel profil à la main? Plutôt quelqu'un qui va être distributeur, plutôt quelqu'un qui va être slasher? Voilà, comment tu vois les choses? En intérieur, moi je le vois plus avec un 5 de base qui va être fort proche du panier en attaque, et ce qui va lui permettre lui de s'écarter et de tirer à 3 points. Et en défense, moi je le vois défendre sur 3, 4, 5 à terme, mais vraiment à terme. Donc, mais au tout début, je pense qu'il faut l'accompagner avec quelqu'un qui veut protéger le cercle pour justement qu'il suive un peu ses pas et qu'il lui apprenne justement à prendre sa place petit à petit. Mais après, en termes d'équipe, je sais pas trop où je le verrai. En fait, j'ai pas trop de. Là, j'ai le top. Enfin, j'ai la loterie sous les yeux et j'ai pas une équipe où je me dis, tiens, là, il fitterait. Peut-être les Blazers avec Nurkic et Lillard et Hardaway, mais je suis même pas convaincu en fait. Ouais. Bon, avec Nurkic et Lillard, c'est une belle base pour commencer en NBA déjà. Ouais, voilà. Anthony Simons, tout ça. Après, je sais pas une équipe. Faudrait que les Blazers aient de la chance à la loterie, puisque faudrait qu'ils aient de la chance et qu'ils piquent probablement top 3. Alan, est-ce que tu peux me parler un peu des scénarios qui pourraient ne pas fonctionner? Ben disait il y en a peu parce que il a justement son gagne-pain, etc. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel ça fonctionne pas, quoi? Il y a un monde dans lequel ça fonctionne pas si on le draft top 3 et qu'il est juste un stretch 4, en fait. Il ne travaille jamais ce dribble pour accéder au cercle, donc pour se faciliter la vie, en gros, parce que il faut quand même, pour être première ou deuxième option d'une équipe qui joue le titre, se créer des paniers faciles, aller sur la ligne. Ça, il en était capable cette année d'aller sur la ligne. Franchement, il a montré qu'il pouvait y aller. Mais moi, j'avais des petits soucis sur la combinaison, manque de verticalité et handle un peu foufou pour le moment. En fait, si une équipe draft, il le draft top 3 et qu'il est simplement un stretch fort, bon au tir, mais avec moins de polyvalence défensive et tout ça, je pense que l'équipe sera déçue. Et d'ailleurs, s'il devient Rashard Lewis, en fait, moi, ça me dérange pas. Rashard Lewis, c'était un excellent joueur. Enfin, et surtout, en 2022, ce genre de joueur-là, il était déjà capable de mettre des cartons à l'époque Seattle, à l'époque Orlando. Donc, en fait, il faut qu'il soit capable déjà d'améliorer son handle parce que, comme il va se faire close-out super fort à cause du tir, ça pourra vraiment ouvrir son jeu, capable de poser un dribble et ensuite accéder au cercle ou pull-up à mi-distance ou prendre une décision parce que on a la qualité de passe, elle est pas incroyable, mais c'est un bon passeur. Franchement, sur le high-low, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Il était capable d'avoir des bonnes rotations, prendre des décisions. Donc ça, en fait, je pense que tout part un petit peu du dribble et de la verticalité. S'il améliore ça, il deviendra plus que ce simple stretch fort. Mais si ça stagne un peu, il sera juste peut-être ce 4e, 5e homme d'une équipe qui joue le titre. Et est-ce que tu draftes ça dans le top 3? Pas sûr. J'entends. Ben, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce côté, le mental, l'attitude, etc. sur le terrain? Tu en as déjà parlé, mais tu sais que c'est quelque chose qu'on aime bien un peu développer. Est-ce que tu as des choses en plus à dire, au-delà du fait qu'il soit le fils donc, de Jabari Smith, qui est un ancien pro? Il est très, très communicatif sur le terrain. Il est très, très émotif. Surtout en défense, il prend ses devoirs défensifs très, très au sérieux. Et même quand il ne fait pas un jeu spectaculaire, il fait juste provoquer une sortie de balle ou quelque chose comme ça, on le voit être un catalyseur émotionnel pour son équipe. Ça, je crois que s'il y a encore une plus-value à ça, c'est ça. Moi, je crois que justement, je pense pas que c'est le genre de joueur qui va se contenter d'être un stretch four, qui va se contenter d'être un Rashard Lewis, ce qui pourrait poser problème dans certaines équipes qui lui demanderaient que ça, dans le fond. Je crois que si on lui demande que de faire ça, il va se mettre à prendre des décisions par lui-même, il va se mettre à dribbler par lui-même. Et c'est là qu'il va peut-être y avoir un danger de bust parce qu'on va le clouer au banc.
je regarde Orlando. Je regarde Orlando qui est comme pas de structure encore à leur façon de jouer, qu'ils ont un peu Franz Wagner dans ce rôle-là. Fait que c'est un peu ça que je quêterais. C'est quelqu'un qui a un désir de réussir vraiment, vraiment très, très fort. Donc, je crois justement que s'il se bute un peu à de la politique aérienne et de la désorganisation, ça risque peut-être de mal se passer. Peut-être besoin d'un bon contexte plus qu'un Chet, par exemple, qui a l'air un peu plus dans sa bulle, quoi. Et puis surtout avec un skill set plus unique. Peut-être, mais encore là, comme je te dis, il y a les skills pour remplir. C'est sûr que si tu le retrafes n'importe où dans le top 10, c'est sûr qu'on va lui donner des chances de se prouver. Moi, je pense que je regarde, je reluque OKC, qui ont le 4e pick, disons, qui bouge au numéro 2, avec un Shai, avec un Guidé qui peuvent jouer avec ou sans la balle. Moi, je trouve que le mix est intéressant là-bas. Effectivement. Manu, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter qu'on n'a pas, peut-être sur la mentalité, je t'ai pas entendu là-dessus, mais ou sur d'autres points techniques qu'on n'a pas évoqués? Non, on a été très complet. Alan? Non, franchement, mais juste c'était vraiment un plaisir de le voir jouer cette année, quoi. En NCAA, franchement, il était incroyable. Enfin, et dès le début de l'année, Est-ce que c'était un bon contexte ou un mauvais contexte? En fait, c'est ça. Auburn, Au début, parce que... moi, je me suis dit, c'est un super contexte parce qu'on a vu depuis 2-3 ans, Auburn a quand même pu mettre en avant des joueurs vraiment bien. Okoro, Thor, même s'il s'est fait un peu sous-drafté, Sharif Cooper aussi. L'année d'avant, ils vont à la March Madness, Chuma Okeke était très très bon aussi. Okeke, ouais. Mémoire. Ouais. Il s'est fait drafter. Oui. Et en fait, je me suis dit, c'est un super contexte parce que je trouve que Steve Pearl, donc Bruce Pearl, pardon, le coach, il laisse vraiment liberté à ses joueurs, en fait. Il laisse énormément de liberté à ses joueurs. Alors, il leur crie beaucoup dessus, mais il leur laisse beaucoup de liberté dans la prise de décision. Et en fait, et comme le disait Ben, plus l'année est passée, plus j'ai vu que en fait, le guard play, donc le niveau des extérieurs, était vraiment pas bon. Et j'avais pas prévu ça, je trouve. Et donc, pour un intérieur dont son jeu est basé sur le tir et qui, même s'il y a des fantasmes de la création personnelle du tir, il a quand même besoin d'être placé sur pick and pop, d'être bien servi et surtout d'être servi. Parce que moi, j'ai refait le match de la March Madness contre Miami, il est même pas trop servi, en fait, par moment. C'est Kady Johnson et les autres joueurs, comme on dit, shoot beaucoup en première intention. Donc, en fait, non, c'était pas un si bon contexte que ça. Il aurait pu avoir mieux. Kady Johnson, 3 secondes dans la raclette, là. Ouais, effectivement, ils perdent très tôt à la March Madness et Jabari Smith ne fait pas un gros match, mais il n'a pas beaucoup de tirs. Effectivement, C'était des tirs compliqués contre l'équipe de Miami qui avait que des joueurs de 24 ans. Bah voilà, il s'est fait rentrer dedans et tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Dont Isaiah Wong qui va à la draft, enfin qui fait pas partie des joueurs de 24 ans. Mais... Oui, transfert. Il se bat avec son contrat je sais plus s'il y va. Ouais. Et Charlie Moore, ton ami. C'est ça. Voilà, Charlie Moore, futur MVP de la Ligue allemande. C'est sûr. Messieurs, merci beaucoup. C'était tout pour Jabari Smith, le deuxième, qui sera donc drafté très probablement dans le top 5, voire top 3, voire donc top 1. C'était notre question. On vous invite à partager, on vous invite à liker, on vous invite à vous abonner, on vous invite à aller voir sa fiche sur envergure.co. On vous donne rendez-vous pour nos lives qui continuent, enfin qui vont commencer ou qui continuent, je sais pas trop quand on va sortir ce podcast. 19, 21, 23, 25 mai à 21h à chaque fois, avec à chaque fois une franchise, le focus sur une franchise du top 8, avec des invités spéciaux et avec vous dans le chat, vos questions évidemment, pour y répondre. On sera là et on analysera, on creusera un petit peu plus les contextes NBA pour chacun des joueurs, d'autant plus qu'en ce moment il y a les playoffs et que c'est toujours intéressant d'observer les dynamiques et les rôles qui y brillent. Ben, Manu, Alan, ciao. Ciao. Salut à tous. À plus. Et bisous tout le monde.